C'est ta responsabilité. M'ont crié mes parents, exigeant 275 000 € pour le mariage de ma sœur, avant de me chasser. Je les ai regardés et j'ai dit, vous avez 24 heures pour faire vos valises et partir de chez moi. Tu es la honte de cette famille. Mon père a craché ces mots à travers la table, son visage rouge de fureur. Ta sœur va se marier, et tu vas payer pour ça. Chaque centime. Je m'appelle Manon Lefebvre, et voici comment j'ai découvert que ma générosité avait financé ma propre humiliation pendant 8 ans. Ce soir-là, mes parents ont exigé que je paie 250 000 € pour le mariage de ma sœur Amélie, et ce, sous 30 jours. Quand j'ai hésité, ma mère a frappé la table de sa paume. Si tu ne soutiens pas cette famille, alors pars et ne reviens jamais. Amélie, elle, était assise là, souriante. Si vous regardez cette vidéo, merci de vous abonner et de me dire d'où vous me suivez. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Parce que ces papiers qu'ils m'avaient fait signer sous la contrainte il y a 8 ans, ils étaient sur le point de devenir leur pire cauchemar. Pendant 10 ans, j'avais été le distributeur de billets de la famille, tandis qu'Amélie jouait l'enfant prodige. Le schéma a commencé quand j'avais 22 ans, fraîchement diplômé de mon école de commerce, avec mon premier poste d'analyste dans une banque d'investissement privée. Amélie avait 18 ans, et mes parents ont décidé qu'elle méritait une année sabbatique en Europe, financée par ma prime d'embauche. Amélie a besoin de se trouver, avait expliqué maman. Toi, tu as déjà un travail. Tu as assez. Pendant que je travaillais 80 heures par semaine et dormais sur le canapé d'une amie pour économiser, Amélie postait des photos Instagram depuis Santorin. À son retour, mes parents lui ont acheté une BMW pour avoir survécu à une année si éprouvante. Je prenais encore le métro à 5 heures du matin. Les demandes n'ont jamais cessé. L'appartement d'Amélie dans le 6e arrondissement de Paris. Elle ne peut pas vivre dans le 19e comme toi, Manon. Elle a un certain standing. Sa boutique de mode qui a fait faillite. Les jeunes entrepreneurs ont besoin du soutien familial. Sa 3e tentative de master. L'éducation est un investissement. Pendant ce temps, mon père, Robert Lefebvre, trônait en tant que président de la Fondation caritative de Versailles, organisant des galas où il présentait Amélie comme ma fille, l'artiste, et moi comme Manon. Elle travaille dans les chiffres. Il plaisantait avec ses amis du golf en disant qu'il connaissait tous les grands noms de la finance, sans jamais me demander une seule fois en quoi consistait mon travail. À 32 ans, je leur avais donné plus de 380 000 €. Pas des prêts, des cadeaux. Parce que la famille soutient la famille, comme papa aimait le dire en ajustant sa Rolex lors des événements caritatifs où il jouait au philanthrope généreux. L'ironie ? Pendant qu'ils dépensaient mon argent, je construisais discrètement quelque chose qu'ils n'ont jamais pris la peine de remarquer. Mais nous y reviendrons. Ce qui importait ce soir-là, c'est qu'ils avaient finalement été trop loin. Et le sourire narquois d'Amélie en faisant glisser la facture du mariage sur la table. Ce fut le moment où tout a changé. Alors que ma famille me voyait comme son compte en banque personnel, j'avais gravi une échelle dont ils ignoraient même l'existence. De ce poste d'analyste débutante, j'étais passé associé gérante chez Apex Capital France, supervisant un portefeuille d'une valeur de 800 millions d'euros. La transformation n'avait pas été facile. Des journées de 16 heures, des certifications le week-end, des vols de nuit pour Hong Kong. J'avais obtenu ma certification CFA pendant qu'Amélie se trouvait au festival Burning Man à mes frais. J'avais conclu des accords valant des centaines de millions pendant que mes parents se plaignaient que je ne pouvais pas venir au vernissage de l'exposition de poterie d'Amélie. Oh, tu travailles avec les chiffres. C'est bien, ma chérie, disait maman chaque fois que j'essayais d'expliquer une acquisition majeure. Bref, à propos du lieu de réception pour le mariage d'Amélie. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'avais commencé à voyager en classe affaires ou comment je pouvais soudainement me permettre leurs demandes sans fin. Quand j'ai mentionné que j'avais été cité dans les Échos dans leur classement des 40 de moins de 40 ans, papa avait littéralement bâillé et changé de sujet pour parler du nouveau petit ami d'Amélie, un digi prometteur. Le clou du spectacle, mon mentor, Jacques Martin, ancien associé de BNP Paribas et actuel membre du conseil d'administration de 3 entreprises du CAC 40, m'avait pris sous son aile il y a 5 ans. Il m'a appris bien plus que la finance. Ne leur montre jamais tout ton jeu, Manon, m'avait-il dit après avoir vu ma famille m'ignorer lors d'un gala. Le jour où ils connaîtront ta valeur, ils essaieront de s'en attribuer le mérite. Alors, je me suis tu.
Je les ai laissés penser que j'étais juste Manon qui travaille dans les chiffres pendant que je tissais des liens avec des gens dont les noms faisaient la une des journaux. Je les ai laissés croire à leur propre histoire pendant que j'accumulais un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Ce dossier bleu, verrouillé dans le coffre-fort de mon bureau. Il contenait plus que de simples documents financiers. Il contenait la vérité sur qui possédait vraiment quoi dans la famille Lefebvre. Il y a 8 ans, j'avais commis ce qui semblait être une simple erreur. J'ai fait confiance à mon père. C'était en décembre 2016, et je venais de recevoir ma première prime importante, 170 000 € après une année record. Papa m'avait appelé dans son bureau avec une urgence inhabituelle. Juste quelques papiers administratifs de routine, avait-il dit en faisant glisser une pile de documents sur son bureau en acajou. Planification successorale, optimisation fiscale. Tu sais comme ces choses sont compliquées. J'étais épuisé par une fusion qui m'avait gardé au bureau pendant 3 jours d'affilée. Papa avait déjà rempli la plupart des informations, avec des post-it jaunes indiquant où je devais signer. Ta mère et moi voulons nous assurer que tout est correctement structuré pour les investissements de la famille. La maison de Versailles, une vaste demeure bourgeoise valant 4 millions d'euros même à l'époque, avait toujours été décrite comme le domaine familial. Papa y faisait constamment référence comme notre investissement lors des réceptions caritatives, se vantant de la valeur immobilière et de la croissance des capitaux propres. Paraphe ici, signe là, m'a-t-il ordonné, me laissant à peine le temps de lire. Quand j'ai essayé de ralentir, il s'est impatienté. Manon, tu fais confiance à ton père ou pas? Je gère de l'immobilier depuis 30 ans. Alors j'ai signé. 7 documents au total. Le dossier bleu est retourné dans son classeur, et je suis rentré à mon appartement en pensant que j'avais aidé à une stratégie fiscale familiale. Pendant 8 ans, ce moment a hanté les recoins de ma mémoire. Pourquoi avait-il été si pressé? Pourquoi maman était-elle restée dans l'encadrement de la porte, l'air nerveuse? Pourquoi changeait-il toujours de sujet quand je posais des questions sur l'hypothèque de la maison? La réponse était dans mon coffre-fort, à attendre. Une copie que j'avais discrètement obtenue il y a 6 mois, quand quelque chose m'avait paru suspect dans leur dernière urgence financière. Mais je ne l'avais pas encore ouverte, effrayé par ce que je pourrais y trouver. Les plans de mariage d'Amélie étaient un chef-d'œuvre de 2 mesures. Le Plaza Athénée, avec son glamour art déco et sa vue sur la tour Eiffel. 350 invités, incluant toutes les relations mondaines que mes parents avaient cultivées au fil des ans. Des fleurs importées chaque semaine d'Équateur pour des consultations de fraîcheur. Une robe sur mesure d'un grand créateur qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, 40 000 € juste pour la robe. C'est mon jour spécial, avait annoncé Amélie à ce dîner, en glissant la facture détaillée vers moi comme si elle présentait une proposition commerciale. Tu me dois bien ça après toutes ces années d'absence aux événements familiaux. L'audace était à couper le souffle. J'avais manqué ces événements parce que je travaillais pour gagner l'argent qu'ils dépensaient si librement. Mais dans l'esprit d'Amélie, façonné par des années de discours de nos parents, j'étais la sœur égoïste qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille. Le comble, elle avait déjà versé des acomptes, 20 000 € par-ci, 15 000 € par-là, en partant du principe que je couvrirais tout. L'organisatrice du mariage avait même appelé mon bureau, pour confirmer le calendrier de paiement de mademoiselle Lefebvre pour le solde restant. Ce n'est que de l'argent, avait dit maman en tapotant la main d'Amélie. Manon en a plein, n'est-ce pas, ma chérie? Le total s'élevait à 250 000 €. À payer sous 30 jours, selon le plan de paiement qu'Amélie avait négocié sans me consulter. Le mariage était prévu pour le réveillon du Nouvel An, dans seulement 10 semaines. Tous les fournisseurs avaient été informés que Manon Lefebvre, la financière à succès, s'occuperait des factures. Je fixais la facture, observant le sourire satisfait de mon père et le regard plein d'attente de ma mère. Amélie parcourait déjà les brochures de Complexe Hôtelier pour sa lune de miel sur son téléphone, convaincue que sa sœur distributeur de billets s'exécuterait. Comme toujours. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de déclencher leur propre chute. Le dîner avait été orchestré comme une OPA hostile. Je l'ai réalisé en arrivant et en trouvant l'organisatrice du mariage d'Amélie déjà sur place, ordinateur portable ouvert, portail de paiement prêt. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une embuscade. Papa se tenait en bout de table comme s'il faisait une présentation à son conseil d'administration. Discutons de cela comme des adultes, commença-t-il, sortant une véritable présentation PowerPoint sur sa tablette. Titre, vos obligations familiales. Les diapositives étaient insensées.
il avait détaillé chaque dépense familiale depuis la naissance d'Amélie, concluant d'une manière ou d'une autre que je n'avais pas payé ma juste part pendant des années. Il y avait des graphiques, des tableaux, et même un échéancier de paiement qui s'étendait sur les 5 prochaines années, couvrant les futurs investissements familiaux. Tu gagnes un salaire à 7 chiffres, Manon, a-t-il déclaré comme s'il révélait une information classifiée. Il est temps que tu agisses en conséquence. La famille soutient la famille. Maman enchaîna avec une précision bien rodée. Nous avons tant sacrifié pour ton éducation, les écoles privées, les tuteurs. Que vous avez payé avec le fonds en fidéicommis de grand-mère, dis-je doucement. Le silence s'installa dans la pièce. Le visage de papa devint rouge. Comment oses-tu? Le fonds qui était censé être partagé entre Amélie et moi, continuai-je. Mais qui n'a curieusement couvert que mon éducation, parce qu'Amélie en avait plus besoin. Amélie éclata de rire. Un vrai rire. Mon Dieu, tu es pathétique. Toujours à compter tes sous pendant que certains d'entre nous essaient de vivre. C'est alors que papa a lancé l'ultimatum. Tu as 2 choix, payer pour le mariage de ta sœur et commencer à contribuer correctement à cette famille, ou partir et ne jamais revenir. Maman hocha la tête. Amélie sourit. Ils avaient répété leur scène. Je regardais la facture détaillée une dernière fois. 250 000 € du sous 30 jours. Puis je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un seul message à Marc Chen, mon avocat, sors tous les dossiers de la propriété Lefebvre ce soir. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas argumenté. Je suis juste resté là, à calculer. La voix de mon mentor, Jacques Martin, résonnait dans mon esprit. Ne montre jamais tes cartes trop tôt. Laisse-les croire qu'ils ont gagné pendant que tu planifies leur défaite. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je calmement en prenant mon manteau. Il n'y a rien à réfléchir, aboya papa. C'est oui ou non, Manon? Fais-tu partie de cette famille ou pas? 24 heures, répondis-je. C'est raisonnable pour une décision à 250 000 €. Amélie leva les yeux au ciel. Tellement dramatique. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Je suis parti sans un mot de plus, mais mon esprit tournait à plein régime. Dans la voiture, j'ai appelé Marc Chen, associé principal chez Chen et associé et le meilleur avocat en droit immobilier de Paris. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs acquisitions pour Apex Capital, et il me devait une faveur depuis que je l'avais mis en contact avec un client milliardaire. Marc, j'ai besoin que tu sortes tous les dossiers de la propriété Lefebvre, dis-je dès qu'il décrocha. Chaque document lié à la propriété de Versailles. Ce soir. Il est 23 heures, Manon. Je sais. Facture-moi les tarifs d'urgence. J'ai besoin de ces documents dans les 2 heures. Mon appel suivant fut pour mon assistante. Sors tous les transferts financiers vers Robert et Patricia Lefebvre depuis mes comptes. Absolument tous. Remonte sur 10 ans. Le trajet jusqu'à mon appartement a duré 30 minutes. À mon arrivée, mon téléphone vibrait. Marc avait envoyé un fichier crypté intitulé « Urge, documentation propriété Lefebvre ». Je me suis versé un verre de vin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à lire. Ce que j'ai trouvé dans ces documents m'a fait rire. Un vrai rire, pour la première fois depuis des années. Ma famille pensait avoir gagné au loto avec leur ultimatum. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de parier la maison, littéralement, et d'avoir tout perdu. L'acte de transfert de propriété était daté du 15 décembre 2016. Noir sur blanc. Manon Lefebvre, unique propriétaire du 47 allée des Chênes, Versailles, France. Prix d'achat, 4 millions €. Source de l'apport, fonds personnel de Manon Lefebvre. Hypothèque, aucune. Apparemment, je l'avais acheté content. Marc, dis-je en le rappelant immédiatement. Est-ce que je lis bien ça? Tu es la propriétaire de la maison, Manon. Pleine et entière. Ta signature est notariée, enregistrée au service de la publicité foncière. Ton père a signé en tant que vendeur. Mais je n'ai jamais acheté de maison. J'ai signé des documents de planification successorale. La voix de Marc était grave. Ce n'étaient pas des documents de planification successorale. Ton père t'a vendu sa maison et a empoché l'argent. D'après ses relevés bancaires, il l'a utilisé pour rembourser d'énormes dettes. Des dettes de jeu. On dirait environ 3,8 millions €.
Mes mains tremblaient tandis que je parcourais 8 ans de paiement de taxes foncières, tous prélevés automatiquement sur mes comptes. Je ne les avais jamais remis en question, supposant qu'il s'agissait d'un fonds d'investissement que papa avait mis en place. Il y a plus, continua Marc. Légalement, tes parents vivent dans ta maison sans payer de loyer depuis 8 ans. Le loyer du marché pour une propriété comme celle-là, c'est au minimum 3 800 € par mois. Cela fait 365 000 € de loyers impayés. Pouvons-nous prouver tout ça? C'est entièrement du domaine public, Manon. L'acte, le transfert, les paiements d'impôts. Ton père a commis une fraude. Techniquement, oui, mais la vente elle-même est parfaitement légale et contraignante. Tu possèdes cette maison. Je fixais les documents. 8 ans de mensonges. 8 ans où ils vivaient dans ma maison tout en exigeant que je paie pour leur style de vie. 8 ans à me traiter d'égoïste alors qu'ils me volaient littéralement. Marc, dis-je doucement, prépare un avis d'expulsion, 30 jours. Et calcule les arriérés de loyer avec les intérêts. Manon, ce sont tes parents. Ils m'ont donné un ultimatum. Je ne fais que leur renvoyer l'appareil. Pouvez-vous imaginer découvrir que votre famille vit chez vous tout en vous traitant comme une étrangère? Si cette histoire vous parle, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Je partage ces histoires car je sais que beaucoup d'entre vous ont fait face à des situations similaires avec des membres de la famille qui profitent de votre gentillesse. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû fixer des limites fermes avec votre famille? Vos histoires aident les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai décidé de passer à l'action. 3 jours après la confrontation, un email inattendu est arrivé. Le gala annuel de la Fondation caritative de Versailles, le 15 novembre au Plaza Athénée. Mais ce n'était pas une simple invitation. Le conseil d'administration me demandait d'être l'oratrice d'honneur pour représenter les jeunes professionnels à succès dans la finance. L'ironie était délicieuse. C'était l'événement phare de papa, où il jouait au roi parmi l'élite de Versailles. 400 invités VIP, couverture médiatique complète, retransmis en direct aux donateurs du monde entier. Et maintenant, il me voulait sur scène. J'ai appelé Jacques Martin, qui siégeait justement au conseil de la fondation. C'est toi qui as arrangé ça. Ton père s'attribue le mérite du succès d'Apex Capital France depuis des années, dit Jacques. Il prétend avoir guidé ta carrière. Plusieurs membres du conseil veulent rencontrer la vraie Manon Lefebvre. De plus, Apex vient de s'engager à hauteur de 250 000 € en tant que sponsor platine. Nous l'avons fait? Tu l'as fait. Ma suggestion, ton approbation. Vérifie tes emails du mois dernier. Tu l'as signé. Je l'avais fait, au milieu d'une vague de dons de bienfaisance de fin d'année. Je n'avais pas remarqué que c'était l'organisation de papa. Jacques poursuivit, Robert a été très loquace sur les valeurs familiales récemment. Il parle beaucoup de soutenir la prochaine génération et de l'importance du patrimoine générationnel. Le conseil veut que tu parles du jeune leadership en finance. Parfait. Papa devrait me présenter, se tenir là, souriant, pendant que je prenais sa scène. Il ne pourrait pas refuser sans expliquer pourquoi sa propre fille, celle dont il se vantait, n'était pas la bienvenue. J'ai appelé Marc. Peux-tu avoir les papiers d'expulsion prêts pour le 15 novembre? C'est dans 2 semaines. Je sais. Et Marc, prépare une présentation complète. Documents, chronologie, tout. Fais en sorte que ce soit digne d'un conseil d'administration. Le gala où papa exhibait sa fausse générosité allait devenir la scène de la vérité. Il avait bâti sa réputation sur mon argent, dans ma maison. Il était temps de collecter la dette. L'assaut familial a commencé immédiatement après que j'ai accepté de réfléchir à leurs exigences. Amélie a tiré la première, un SMS groupé à tous nos proches avec des captures d'écran de lieux de mariage et une histoire larmoyante sur comment je détruisais ses rêves. Manon gagne des millions et ne veut pas aider pour un seul jour de bonheur. Quelle sœur a-t-elle écrit? Tante Marguerite a appelé dans l'heure. Ta mère est en larmes, Manon. Comment peux-tu être si cruelle? Puis vinrent les campagnes de culpabilisation quotidienne de maman. Messages vocaux à 6 heures du matin. Je n'ai pas pu dormir en pensant à quel point nous avons échoué en tant que parents. Où nous sommes-nous trompés avec toi? SMS à minuit. La tension de ton père est au plus haut. Le médecin dit que c'est lié au stress. Papa a adopté une approche différente, l'intimidation d'entreprise.
Il a envoyé des lettres officielles sur papier à en-tête de la Fondation caritative de Versailles, insinuant que je nuisais à la réputation philanthropique de la famille. Il a même demandé à son ami avocat d'envoyer une menace vague sur les obligations familiales en vertu du droit français. Mais l'escalade d'Amélie a été la plus révélatrice. Elle a envoyé la facture de l'organisatrice du mariage directement à mon bureau, marquée « Paiement urgent requis pour éviter annulation ». Elle m'avait inscrite comme garante à mon insu. Mon assistante l'a interceptée. « Manon, ce contrat porte ta signature falsifiée. » Une fraude. Une véritable fraude. L'organisatrice du mariage a appelé ensuite, confuse. « Mademoiselle Lefebvre, votre sœur a dit que vous approuveriez le forfait supérieur. Les fleurs seules coûtent maintenant 30 000 €. Je n'ai rien approuvé. Veuillez envoyer tous les contrats et correspondances à mon avocat, Maître Marc Chen. » Ce soir-là, un SMS d'Amélie. « Tu vas tout gâcher, comme toujours. Tout le monde sait à quel point tu es égoïste. Même la famille de Benoît pense que tu es pathétique. » Benoît, le petit ami d'Igi qu'il avait demandé en mariage avec une bague étrangement similaire à une bague qui avait disparu du coffret à bijoux de maman l'année dernière. Mais j'ai gardé cette observation pour moi. Pour l'instant. 48 heures avant le gala, Marc et moi étions assis dans sa salle de conférence, entourés de preuves. La table en acajou était couverte de documents, chacun étiqueté et indexé comme des pièces à conviction. Pièce A, dit Marc en brandissant l'acte de propriété. Transfert de propriété, 15 décembre 2016. Sceau du notaire, cachet de la publicité foncière. Irréfutable. Pièce B, 8 ans de paiement de taxes foncières depuis tes comptes. Total, 287 000 €. Pièce C, analyse comparative des loyers. Estimation conservatrice de 3 800 € par mois. Total dû, 365 000 €. Pièce D, les contrats de mariage falsifiés à ton nom. Il avait tout préparé dans un porte-document en cuiré, à ma demande, une présentation PowerPoint. Nette, professionnelle, dévastatrice. Tu pourrais les détruire avec ça, dit Marc doucement. Pas seulement les embarrasser, les détruire. Je ne veux pas la destruction, répondis-je. Je veux la vérité. J'ai passé la journée suivante à répéter mon discours. Pas celui que le conseil de la fondation attendait sur le jeune leadership, mais un discours sur les vraies valeurs familiales, sur la responsabilité, sur la différence entre la générosité et l'exploitation. Jacques Martin a appelé ce soir-là. Ton père se vante toute la semaine de ta présence. Il dit qu'il est fier que sa fille rende enfin à la communauté. A-t-il mentionné le mariage? Constamment. Il prétend organiser le mariage de la saison pour Amélie. Plusieurs membres du conseil sont invités. Parfait. Plus il construisait son château de cartes, plus l'effondrement serait spectaculaire. J'ai sorti l'avis d'expulsion que Marc avait préparé. 30 jours pour quitter les lieux. Langage juridique standard. Mais voir les noms de mes parents en tant que locataire et mon nom en tant que propriétaire me paraissait toujours surréaliste. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. On se voit au gala, ma chérie. Papa a prévu une merveilleuse introduction. Porte quelque chose d'approprié. Je regardais mon tailleur Armani suspendu dans mon placard. Oh, je porterai quelque chose d'approprié. Approprié pour rendre la justice. La grande salle de bal du Plaza Athénée scintillait de l'élégance du vieil argent. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur des tables rondes drapées de soie ivoire. 400 membres de l'élite de Versailles et de Paris se mêlaient, flûte de champagne à la main, leurs diamants captant la lumière comme des étoiles éparpillées. Papa se tenait à l'entrée comme un roi recevant ses sujets, son smoking sur mesure impeccable, son sourire de circonstance. Monsieur le sénateur, si heureux que vous ayez pu venir. Vous vous souvenez de ma fille, Amélie? Amélie posait à côté de lui dans une robe Oscar de la renta à 8 000 €, débitée sur ma carte de crédit sans autorisation, selon la dernière découverte de Marc. Elle touchait constamment sa nouvelle bague de fiançailles, s'assurant que tout le monde remarque le diamant de 3 carats. Et voici, dit papa en m'approchant, sa voix baissant légèrement, c'est Manon. Elle travaille dans la finance. Manon Lefebvre. Harrison Wells, un membre du conseil d'administration, s'avança, les yeux écarquillés. La Manon Lefebvre d'Apex Capital France? Robert, vous ne nous aviez jamais dit que votre fille dirigeait le fonds sur les marchés émergents le plus performant de la place.
Le sourire de papa se crispa. Eh bien, je n'aime pas me vanter. Votre fille gère mon fonds de pension, rit Harrison. Elle m'a fait gagner une fortune. Robert, vous devez être si fier. Bien sûr, réussit à dire papa, la mâchoire serrée. D'autres membres du conseil se sont rassemblés, reconnaissant mon nom des publications financières. Le récit soigneusement élaboré par mon père Manon, la fille absente, Amélie, le trésor de la famille a commencé à se fissurer alors que personne après personne louait mes réalisations. Nous sommes si honorés que vous preniez la parole ce soir, a dit la présidente de la fondation en me serrant la main. Votre vision de la gestion de patrimoine sera inestimable. Derrière elle, 3 caméras se mettaient en place pour la retransmission en direct. La chaîne YouTube de la fondation affichait déjà 1200 personnes en attente dans le chat. Maman est apparue au coude de papa, chuchotant avec urgence. Le sourire d'Amélie était devenu cassant. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas identifier quoi. Ils étaient sur le point de le découvrir. À 20h30 précise, papa est monté sur scène. La salle s'est tue tandis qu'il ajustait le micro, sa présence commandant l'attention. Derrière lui, un écran affichait le logo de la fondation et le thème de cette année, valeurs familiales, construire un patrimoine et une sagesse intergénérationnelle. Bonsoir, chers amis, commença-t-il, sa voix de baryton remplissant la salle. Ce soir, nous célébrons non seulement la charité, mais aussi les valeurs qui bâtissent des familles solides et des communautés plus fortes. Il se lança dans son discours préparé sur la générosité, sur ceux qui donnent face à ceux qui ne font que prendre. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Ma propre famille, continua-t-il en désignant notre table, illustre ses valeurs. Ma fille Amélie, par exemple, comprend que la vraie richesse n'est pas ce que l'on garde, c'est ce que l'on partage. Amélie rayonnait. Maman s'éponguait les yeux pour les faits. Le public applaudit poliment. Certaines personnes, dit papa, ses yeux rencontrant les miens, surtout dans la jeune génération, ont oublié ces leçons. Elles sont devenues si concentrées sur leur succès personnel qu'elles en ont oublié leurs obligations envers leur famille, leur communauté. Plusieurs membres du conseil, sachant que j'allais parler, bougèrent mal à l'aise. Mais ce soir, continua papa, s'enflammant, nous célébrons ceux qui comprennent que soutenir sa famille n'est pas seulement un devoir, c'est un privilège. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer que la famille Lefebvre organisera le mariage de la saison ce réveillon du Nouvel An, ici même au Plaza. Exclamation de plaisir. Applaudissements. Amélie se leva et salua comme une débutante. Une célébration des valeurs familiales, conclut papa, financée par l'unité familiale. Il utilisait mon argent, l'argent qu'il s'attendait à ce que je fournisse, pour rehausser son statut social. Le chat en direct explosait de félicitations. Puis la présidente de la fondation se leva. Et maintenant, veuillez accueillir notre oratrice d'honneur, Manon Lefebvre, pour partager sa perspective sur le leadership et l'héritage. Le sourire de papa se figea alors que je me dirigeais vers la scène, mon porte-document en cuir à la main. Je pris le micro avec le calme que j'avais perfectionné dans les salles de conseil. Merci, Madame la Présidente, et merci, papa, pour ce discours inspirant sur les valeurs familiales et la générosité. Le public sourit, s'attendant au soutien d'une fille aimante. J'aimerais partager une histoire sur la vraie générosité, continuai-je en ouvrant mon porte-document. Il y a 8 ans, j'ai signé ce que je croyais être des documents de planification successorale. Je faisais entièrement confiance à mon père. Derrière moi, l'écran a changé. Marc, posté à la régie technique, avait lancé la présentation. Ce que j'ai réellement signé, dis-je alors que l'acte de propriété apparaissait à l'écran, était un contrat d'achat. J'ai acheté la maison de mes parents pour 4 millions d'euros. Des murmures stupéfaits parcoururent la salle. Papa se leva à moitié, puis se rassit alors que les caméras se tournaient vers lui. Depuis 8 ans, mes parents vivent gratuitement dans ma propriété tout en exigeant que je finance leur style de vie. Ce soir, ils m'ont demandé de payer 250 000 euros pour le mariage de ma sœur. Tout en vivant dans ma maison. L'écran montrait les registres de propriété, les paiements d'impôts, l'acte original, tout était public, tout était indiscutable. Il s'agit de plus que d'argent, continuai-je, ma voix stable malgré le sanglot audible de ma mère. Il s'agit de vérité, de la différence entre la vraie générosité et l'exploitation. Il s'agit de parents qui voient leur enfant non pas comme une personne, mais comme un compte en banque. Amélie se leva en criant, tu mens.
Chaque document est accessible au public, répondis-je calmement. Service de la publicité foncière de Versailles, numéro de dossier 2016 à 4847. Le nombre de spectateurs en direct a atteint 15 000. Les commentaires affluaient. Plusieurs journalistes tapaient déjà sur leur téléphone. Mon père a parlé d'obligations familiales, conclus-je. Alors, laissez-moi être clair sur les miennes. À compter d'aujourd'hui, mes parents ont 30 jours pour quitter ma propriété. Marc se leva, se dirigeant vers leur table avec l'avis d'expulsion. Parce que les vraies valeurs familiales, dis-je, incluent la responsabilité. Marc atteignit la table familiale avec les pas mesurés d'un avocat chevronné. La salle retint son souffle alors qu'il plaçait le dossier en cuir devant mon père. Monsieur Robert Lefebvre, annonça Marc, sa voix portant dans la salle de bal silencieuse. Il vous est signifié un avis de quitter la propriété 6 au 47 allée des Chênes, à Versailles. Vous avez 30 jours à compter de ce jour pour retirer tous vos effets personnels. Il se tourna vers la table des membres du conseil. Par souci de transparence, j'ai préparé des copies de tous les documents pertinents pour le conseil de la Fondation, étant donné la position de Monsieur Lefebvre en tant que président. Harrison Wells accepta sa copie, la parcourant immédiatement. Son expression passa de la confusion au choc. Robert, ces documents montrent que vous avez vendu la maison à Manon il y a 8 ans. C'est un malentendu, balbutia papa, le visage violacé. Des arrangements familiaux. L'acte est clair, l'interrompit Harrison en lisant. Manon Lefebvre, unique propriétaire. Acheté le 15 décembre 2016. 4 millions d'euros. La conseillère juridique de la Fondation, Patricia Hartmann, examina sa copie. Tout ceci est légitime. Sceau du notaire, enregistrement, dépôt en bonne et due forme. Robert, vous n'êtes plus propriétaire de cette maison depuis 2016. Sur l'écran de la retransmission en direct, le nombre de spectateurs dépassa les 18 000. Les commentaires défilaient rapidement, OMG, la fille possède la maison, le président de la fondation est un escroc. Marc retourna au micro. Pour information, 8 ans de loyers impayés au prix du marché s'élèvent à 365 000 euros. Mademoiselle Lefebvre est prête à renoncer à cette dette en échange d'une coopération immédiate à l'ordre d'expulsion. Un photographe du courrier de Versailles a capturé l'expression stupéfaite de papa. Les propres caméras de la fondation enregistraient tout. Amélie a tenté d'arracher les documents à Harrison Wells, qui les a retirés en secouant la tête. De plus, continua Marc, toute tentative de harcèlement ou de diffamation à l'encontre de Mademoiselle Lefebvre entraînera des poursuites judiciaires supplémentaires. La salle éclata en chuchotements. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était une fraude exposée en direct. C'est un mensonge. Rugit papa, se levant si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Manon, comment oses-tu tendre une embuscade à ta famille comme ça? Monsieur, veuillez vous calmer. La sécurité s'est approchée, mais papa les a repoussés d'un geste. Maman se leva, le mascara coulant sur ses joues. Manon, nous sommes tes parents. Comment as-tu pu nous humilier comme ça? Amélie a attrapé un micro sur une table voisine. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi. Sa voix se brisa d'hystérie. C'est à cause du mariage. Elle ne supporte pas que je sois heureuse. Le public recula. Les membres du conseil se levèrent pour partir. La femme du sénateur murmura à son mari, tous deux l'air consternés. Tu veux nous détruire? Cria papa en me montrant du doigt. Ta propre famille? Pourquoi? Pour de l'argent? Vous vous êtes détruit vous-même, répondis-je calmement dans mon micro. J'ai simplement montré à tout le monde qui vous êtes vraiment. Le fiancé d'Amélie, Benoît, était assis, figé, regardant les documents que Harrison Wells montrait à d'autres membres du conseil. Ses parents, assis à proximité, rassemblaient déjà leurs affaires. Madame Davison, dit la mère de Benoît assez fort pour que les caméras l'entendent. Nous devons discuter de ce mariage. Nous n'avions aucune idée que les Lefebvre étaient dans cette situation. Le mariage aura lieu, hurla Amélie. Manon va payer pour ça. Elle le doit. La sécurité est finalement intervenue alors qu'Amélie se jetait vers la scène. 2 agents l'ont raccompagnée à sa place, doucement mais fermement. Papa a tenté de suivre mais a été bloqué. Robert, dit la présidente Williams dans son micro. Je pense que vous devriez partir.
Le conseil vous contactera au sujet de votre position. Le chat en direct a explosé, la sécurité est appelée, la fille crie, le conseil lui demande de partir. 3 membres du conseil étaient déjà sortis. D'autres documentaient tout sur leur téléphone. L'élite de la région parisienne assistait à la destruction complète de l'image soigneusement construite de Robert Lefebvre. Et ce n'était pas encore fini. C'est le moment où tout bascule. Quand quelqu'un tient enfin tête à ces abuseurs de la manière la plus publique qui soit. Si vous avez déjà rêvé d'avoir votre moment de justification, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Et si vous pensez que Manon est allée trop loin ou pas assez loin, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez savoir comment cette famille a tenté de riposter et ce qu'il est advenu de ce mariage à 250 000 €. La suite est encore plus choquante que la révélation elle-même. En quelques minutes, la grande salle de bal s'est transformée, passant d'un gala de charité à l'épicentre du plus grand scandale de la région. 3 membres du conseil ont démissionné sur le champ, remettant leur lettre à la présidente Williams à la table d'honneur. Nous ne pouvons pas être associés à cela, a annoncé Harrison Wells. Robert Lefebvre a vécu dans la maison de sa fille tout en utilisant sa position pour solliciter des dons. C'est inadmissible. Le trésorier de la fondation, Michel Chen, s'est levé à son tour. Je demande un audit d'urgence. Chaque transaction approuvée par Robert doit être examinée. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 47 emails en 10 minutes, tous d'invités du gala. Manon, nous n'avions aucune idée. Votre courage est inspirant. Envisageriez-vous de rejoindre notre conseil d'administration? Pendant ce temps, le monde d'Amélie s'effondrait en temps réel. Son téléphone sonna. L'organisatrice du mariage. Elle répondit sur haut-parleur par accident. Mademoiselle Lefebvre, je viens de voir les informations. Sans paiement garanti, nous annulons tous les arrangements avec effet immédiat. Non, gémit Amélie, mais la ligne était coupée. Les parents de Benoît se sont approchés de notre table. Sa mère n'a pas mâché ses mots. Les fiançailles sont rompues. Nous ne voulons pas que notre fils soit associé à la fraude et au scandale public. Benoît lui-même se tenait silencieusement, retira la bague de fiançailles du doigt d'Amélie et sortit avec ses parents. Amélie s'effondra en sanglotant. Le journaliste mondain du courrier de Versailles tapait furieusement. En moins d'1 heure, le titre serait « Le château de cartes du président de fondation, sa fille révèle 8 ans de fraude immobilière au gala ». La retransmission en direct avait tout capturé. Nombre de spectateurs, 32 000 et ça grimpait. La chaîne YouTube de la fondation rapporterait plus tard que c'était leur vidéo la plus regardée de tous les temps. Malheureusement pour papa, la présidente Williams a pris le micro une dernière fois. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour cette perturbation. La fondation mènera un examen approfondi de la situation. Merci de votre patience et de votre soutien continu. Mais le mal était fait. La réputation de Robert Lefebvre était en ruine, sous les yeux de tous ceux qui comptaient. Les 48 heures suivantes se sont déroulées comme une leçon magistrale sur les conséquences. Le courrier de Versailles a publié l'histoire en première page. Scandale immobilier du chef de la charité, Lefebvre vivait dans la maison de sa fille tout en exigeant de l'argent. À midi, la suspension de papa était officielle. La fondation a publié une déclaration, Robert Lefebvre a été mis en congé pour une durée indéterminée, dans l'attente d'un audit complet de toutes les activités financières durant son mandat de président. Le désastre du lieu de mariage a frappé Amélie le plus durement. Le Plaza Athénée a non seulement annulé, mais a gardé la compte de 20 000 €, car le contrat était frauduleux. Ma signature falsifiée signifiait qu'Amélie n'avait aucune base légale. Le fleuriste, le photographe et l'orchestre ont suivi. En 2 jours, son mariage de rêve s'était évaporé. Nos voisins de Versailles ont rapidement choisi leur camp. Les Richardson, qui fréquentaient mes parents depuis 15 ans, ont rendu le double des clés de maman avec un mot, nous préférons nous distancier de cette situation. Le club de golf a suspendu l'adhésion de papa en attendant l'examen d'une conduite indigne. 17 parents m'ont appelé. La famille s'est divisée en 2 camps, ceux consternés par la tromperie de mes parents, contre ceux qui pensaient que j'étais allé trop loin. Le SMS de ma cousine Sarah a résumé l'opinion majoritaire, on s'est toujours demandé comment l'oncle Robert pouvait se permettre ce style de vie avec un salaire de charité. La rediffusion en direct a atteint 127 000 vues. Les commentaires allaient de « la meilleure vengeance de tous les temps » à « voilà pourquoi il ne faut pas chercher les gens de la finance ». Quelqu'un avait déjà créé un remix TikTok de papa criant « c'est un mensonge »,
qui a obtenu 50 000 likes en 6 heures. Marc m'a transféré un email du fisc. Nous lançons un examen des déclarations fiscales de Robert Lefebvre pour les 8 dernières années, concernant notamment les revenus non déclarés de la vente de la propriété. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque année passée a profité de moi. Tout s'effondrait d'un coup, et ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le désespoir a commencé avec l'avocat de papa envoyant une lettre officielle proposant une médiation pour résoudre ce malentendu familial. Traduction, il paniquait. La première offre de papa, transmise par son avocat, était insultante. Robert reconnaîtra la propriété de Manon si elle leur permet de rester en tant que locataire à un loyer inférieur au marché. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Maman a laissé 23 messages vocaux en 3 jours, chacun plus frénétique que le précédent. Manon, ma chérie, s'il te plaît. On nous crucifie. Les voisins ne nous parlent plus. Ton père ne peut plus se montrer au club de golf. S'il te plaît, rappelle-moi. Appelle-moi. Amélie a essayé une autre tactique, les menaces. Je vais raconter à tout le monde cette fois à la fac où tu as commencé son SMS. Marc a immédiatement envoyé une mise en demeure, lui rappelant que la diffamation avait de graves conséquences juridiques. Puis est venue la révélation qui m'a même secoué. Le détective privé de la famille de Benoît, engagé pour enquêter sur Amélie avant le mariage, a partagé ses conclusions avec Marc. Amélie prenait de l'argent à mes parents depuis des années tout en accumulant secrètement des dettes massives de cartes de crédit. Elle devait 73 000 € sur 12 cartes. Le mariage était destiné à impressionner la riche famille de Benoît pour assurer son avenir. Ta sœur prévoyait de déposer le bilan après le mariage, m'a expliqué Marc, et de laisser la famille de Benoît gérer les dettes. La mère de Benoît m'a appelé personnellement. Merci, Manon. Vous avez sauvé mon fils d'un désastre. Nous avions des soupçons, mais votre révélation nous a donné la preuve dont nous avions besoin. Le dernier acte de désespoir est venu de papa lui-même, enfreignant l'ordonnance de non-contact. Il s'est présenté à mon bureau, la sécurité l'a escorté dehors pendant qu'il criait « Je suis ton père. Tu me dois le respect ». Les images de sécurité, que quelqu'un a fait fuiter sur les réseaux sociaux, sont devenues un autre moment viral. Le puissant Robert Lefebvre, réduit à être traîné hors de l'immeuble de sa fille. Les commentaires étaient brutaux mais justes, le respect se mérite, il ne s'hérite pas pendant que ma famille sombrait, ma vie professionnelle s'envolait. 3 clients majeurs ont approché Apex Capital France dans la semaine suivant le gala, demandant spécifiquement à travailler avec moi. Quiconque gère une trahison familiale avec une telle maîtrise est exactement la personne que je veux pour gérer mon portefeuille, a déclaré Richard Blackstone, PDG de Blackstone Industries, engageant 73 millions d'euros dans notre fonds de marchés émergents. Le sommet des femmes dans la finance m'a invité comme conférencière principale pour le trimestre suivant. Le sujet, fixer des limites quand les valeurs personnelles et professionnelles s'alignent. Les honoraires de la conférence s'élevaient à eux seuls à 50 000 €. Le bulletin d'information de l'industrie, Finance Forward, a publié un article, Manon Lefebvre, la dirigeante qui a refusé d'être une victime. L'article louait ma réponse mesurée à une exploitation familiale extraordinaire et notait que les actifs sous gestion d'Apex Capital avaient considérablement augmenté depuis la révélation. Le respect de mon équipe était palpable. Des analystes juniors qui semblaient intimidés auparavant m'approchaient maintenant avec des idées. Vous nous avez montré ce qu'est le vrai leadership, a dit l'un d'eux. Se défendre, même quand cela a un coût. 2 amis d'enfance que j'avais perdus de vue m'ont recontacté. Jennifer, maintenant chirurgienne, m'a envoyé un texto, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais pris tes distances. Maintenant je comprends. Tes parents te faisaient sentir que tu n'étais jamais assez. Je suis là si tu as besoin de soutien. Michel, mon partenaire de débat au lycée, était plus direct, ton père s'attribuait déjà le mérite de tes réussites à l'époque. Tu te souviens quand tu as gagné les championnats de France et qu'il a dit à tout le monde qu'il t'avait coaché? On savait tous que c'était des conneries. Jacques Martin a appelé avec la meilleure nouvelle. Le Conseil veut offrir un siège à la Fondation de Versailles. Ils ont besoin de quelqu'un avec une réelle intégrité pour reconstruire la confiance. Chaque gain professionnel était une validation, non seulement de mon succès, mais de ma décision de me défendre enfin. Le marché avait parlé. L'authenticité et les limites étaient des atouts, pas des handicaps. 3 décembre, 14h12. La salle de conférence de Chêne et Associés ressemblait à un tribunal. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la table en acajou avec leur avocat,
l'air diminué. Fini la prestance imposante de papa et le sang-froid parfait de maman. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, des gens désespérés à court d'options. Marc a fait glisser l'accord de médiation sur la table. Les conditions de Mademoiselle Lefebvre ne sont pas négociables. Les conditions étaient plus généreuses qu'ils ne le méritaient. 60 jours pour quitter les lieux au lieu de 30. Renonciation aux 365 000 € d'arriérés de loyer s'ils signaient aujourd'hui. Aucune plainte pour fraude criminelle déposée. Une ordonnance de non-contact de 6 mois. Thérapie familiale requise avant tout contact futur. C'est de l'extorsion, s'emporta l'avocat de papa. C'est de la clémence, corrigea Marc. Des poursuites pénales pour fraude signifieraient la prison. Les mains de papa tremblaient en lisant. L'homme qui avait commandé des salles de conseil ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il y a une exigence supplémentaire, dis-je, parlant pour la première fois. Une lettre d'excuse publique reconnaissant ce que vous avez fait, a publié dans le courrier de Versailles. Absolument pas, commença papa. Alors nous procédons aux poursuites pénales, dit simplement Marc. Les signatures falsifiées à elles seules valent 5 ans. Maman parla doucement. Robert, signe, s'il te plaît. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du grattement des stylos. Ils ont signé chaque page, paraphé chaque clause. Quand ils ont terminé, je me suis levé. Je veux que vous compreniez quelque chose, dis-je. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de limites. Vous m'avez appris que la famille soutient la famille, mais vous ne m'avez jamais appris que le soutien devait être mutuel. Vous avez pris et pris jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. Cela s'arrête aujourd'hui. Papa m'a finalement regardé. Tu nous as détruits. Non, répondis-je. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste cessé de le permettre. En partant, j'ai entendu maman chuchoter à papa, elle a raison. Que Dieu nous vienne en aide. Elle a raison. Les conditions détaillées de notre accord étaient conçues pour être mesurables et applicables. Marc les avait rédigées avec une précision chirurgicale. Page 3, expliqua-t-il à l'avocat de mes parents. Les excuses publiques doivent inclure des reconnaissances spécifiques, le transfert de propriété frauduleux, les 8 ans de tromperie et le schéma d'exploitation financière. Maman grimaça à chaque mot. La mâchoire de papa se serra plus fort. Page 4. Exigence de la thérapie familiale. Minimum de 12 séances avec un thérapeute agréé spécialisé dans l'abus financier et la dynamique familiale. Rapport de progression requis trimestriellement. C'est humiliant, marmonna papa. C'est la responsabilité, répondis-je. Les conditions continuaient. Amélie paie pour son propre mariage s'il a lieu. Aucune utilisation de mon nom ou de ma position pour des références ou à des fins sociales. Aucun contact avec mon employeur ou mes clients. Examen trimestriel pour évaluer les progrès avant d'envisager une reprise de contact. Toute violation entraîne l'exécution immédiate de la dette de 365 000 €. Page 7, continua Marc. Mademoiselle Lefebvre se réserve le droit de modifier ses conditions s'il y a des preuves de harcèlement ou de diffamation continue. Amélie n'était pas venue à la médiation. Elle était apparemment trop bouleversée, mais sa signature était requise sur l'ordonnance de non-contact. Elle ne signera jamais, dit son avocat. Alors elle fera face à des poursuites pour les contrats de mariage falsifiés, répondit Marc. 3 chefs d'accusation pour fraude, chacun passible d'une peine de prison. Le levier était clair. Signer et reconstruire, ou refuser et faire face à la destruction. Une dernière condition, ajoutai-je. La maison du 47 allée des Chênes sera vendue ou occupée par moi. Vous ne tenterez plus jamais d'entrer dans la propriété après votre départ. Le visage de papa s'est décomposé. Cette maison avait été sa fierté, son symbole de succès. Maintenant, elle serait un monument à sa tromperie. Ces conditions sont valables 48 heures, conclut Marc. Après cela, nous procéderons avec toutes les options légales. Ils avaient 2 jours pour choisir entre l'humiliation et l'anéantissement. Même face à la ruine totale, ils n'ont pu s'empêcher de résister. Papa a tenté de négocier chaque clause par l'intermédiaire de son avocat, comme s'il s'agissait d'une affaire commerciale plutôt que des conséquences d'une fraude. Les excuses publiques sont trop détaillées, a argumenté son avocat. Ne pouvons-nous pas simplement dire un malentendu familial? Non, a répondu Marc catégoriquement. Maman a joué sa carte habituelle, la manipulation par la santé.
2 jours après la médiation, elle s'est enregistrée au centre hospitalier de Versailles pour des douleurs thoraciques induites par le stress. Le diagnostic, anxiété. La facture qu'elle a tenté de me transmettre, 3 200 €. La résistance d'Amélie était plus vicieuse. Ne pouvant pas me contacter directement, elle a envoyé des messages par l'intermédiaire de cousins. Manon a détruit notre famille. Elle est diabolique. Elle est jalouse. Elle voulait tout ce que nous avions. L'ironie de cette dernière accusation prétendre que je voulais ce qui était littéralement à moi n'a échappé à personne. La réalité les a frappés durement lorsque les déménageurs sont arrivés pour les devis. Le contenu de la maison, accumulé en 8 ans à mes frais, nécessiterait 3 camions. Le coût pour tout déménager et stocker, 15 000 €. Ils ne les avaient pas. J'ai appris par tante Marguerite que papa liquidait secrètement tout ce qu'il pouvait, sa collection de Rolex, les bijoux de maman, même ses précieux clubs de golf. L'enquête de la fondation avait gelé ses comptes en attendant les résultats de l'audit. Ils survivaient à crédit. Leur recherche d'appartement fut tout aussi rude. Avec la réputation de papa détruite et aucune vérification d'emploi, les propriétaires exigeaient 6 mois de loyer d'avance. Le mieux qu'ils pouvaient se permettre était un 4 pièces à Sarcelles, bien loin des pelouses manucurées de Versailles. Mon ancienne colocataire de fac m'a envoyé un texto, « Ta mère a pleuré sur le parking quand elle a vu la taille de l'appartement. » Les puissants Lefebvre, qui avaient vécu des années au-dessus de leurs moyens dans ma maison, étaient enfin confrontés à leurs moyens. Et leurs moyens étaient, au mieux, modestes. 20 décembre, 16h47. 13 minutes avant la date limite. Ils ont signé. La signature a eu lieu dans le bureau de Marc. Mes parents semblaient vidés, vaincus. Amélie, forcée d'assister, ne leur avait pas parlé depuis une semaine après que la famille de Benoît eut menacé de demander une ordonnance restrictive si elle continuait sa campagne de harcèlement. Paraphé ici, ordonna Marc en désignant chaque page. Signé ici et ici. La lettre d'excuse publique fut la plus difficile pour papa. Sa main hésita sur la ligne de signature où il devait reconnaître avoir délibérément trompé ma fille Manon concernant la vraie nature des documents de transfert de propriété en 2016. Ce sera dans le journal, dit-il d'une voix plate. Édition de demain, confirma Marc. Il garde une place en page 3. Amélie a signé son ordonnance de non-contact avec des larmes coulant sur ses joues. Je te déteste, m'a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je répondu calmement. Peut-être qu'un jour tu comprendras qu'il s'agissait de responsabilité, pas de haine. Le dernier document était inattendu. J'avais créé un fonds de thérapie prépayé de 25 000 € pour leurs séances requises. Pourquoi, a demandé maman en regardant les papiers du fonds. Parce que je veux que vous alliez mieux, dis-je simplement. Pas pour moi, pour vous-même. Vous avez vécu dans un mensonge si longtemps que vous avez oublié ce qu'est la vérité. Alors qu'il se préparait à partir, papa se retourna à la porte. Pendant un instant, le masque est tombé complètement. J'étais en train de me noyer, dit-il doucement. Les dettes de jeu. J'allais tout perdre. Quand tu as signé ces papiers, je me suis dit que je sauvais la famille. Tu aurais pu demander de l'aide, répondis-je. Au lieu de ça, tu as choisi de voler ta fille, puis d'en exiger plus. Il hocha la tête, semblant vieillir de 10 ans en cet instant. Je sais. Dieu m'en est témoin. Je sais. Ils sont partis en silence. Les papiers étaient signés. La limite était fixée. La guérison, si elle venait un jour, pouvait enfin commencer. 15 janvier 2025. Les camions de déménagement sont arrivés au 47 allée des Chênes à 8 heures précises. J'ai regardé depuis ma voiture au bout de la rue, assez présente pour m'assurer que tout se passait bien, assez distante pour maintenir les limites. 3 camions, des centaines de cartons, et toute une vie de faux-semblants en train d'être emballés. Les déménageurs étaient professionnels, efficaces, traitant cela comme n'importe quel autre travail. Ils n'avaient aucune idée qu'ils démantelaient une maison de mensonges. Par l'intermédiaire de Marc, j'avais appris les détails de leur nouvelle vie. Un 4 pièces en location à Sarcelles, 2 200 € par mois. Papa avait trouvé un travail de consultant. Rien de prestigieux, juste assez pour couvrir les besoins de base. Maman vendait ses sacs de créateurs en dépôt-vente. Amélie était retournée vivre avec eux après avoir été expulsée de son appartement pour non-paiement. Les voisins regardaient discrètement depuis leurs fenêtres et leurs allées. 8 ans de statut social, 10 sous en 8 heures de déménagement.
Le superviseur des déménageurs a appelé Marc à 16 heures. La famille a été coopérative mais silencieuse tout au long. Aucun incident. La propriété a été libérée et nettoyée conformément à l'accord. Ce soir-là, j'ai parcouru ma maison, vraiment la mienne pour la première fois. Leur présence persistait comme des fantômes, l'empreinte dans le fauteuil préféré de papa, les rosiers de maman dans le jardin, un dessin d'adolescente d'Amélie encore sur le réfrigérateur. Je n'ai rien gardé. Les meubles seraient donnés, les objets personnels stockés jusqu'à ce qu'ils puissent se permettre de les récupérer. La maison serait rénovée, transformée en quelque chose de nouveau, de sincère. En me tenant dans ce qui avait été le bureau de papa, j'ai trouvé une photo de famille de 2015, avant la tromperie, avant le vol. Nous avions l'air heureux. Peut-être l'étions-nous, brièvement. Je l'ai placée dans une boîte marquée stockage. Un jour, peut-être, elle pourrait signifier quelque chose à nouveau. Mais pas aujourd'hui. 15 juin 2025. 6 mois s'étaient écoulés depuis le gala qui a tout changé. Le café neutre de Saint-Germain-en-Laye semblait approprié, assez public pour la sécurité, assez privé pour la conversation. Ils avaient l'air différents, plus petits en quelque sorte. Les cheveux de papa étaient devenus complètement gris. Maman avait perdu ce vernis artificiel qui l'avait défini pendant des années. Amélie n'était pas là. Elle avait refusé de venir, s'accrochant toujours à sa colère. « Bonjour, Manon, dit maman doucement. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » Marc avait confirmé qu'ils avaient complété 14 séances de thérapie. Le docteur Patricia Anlay, leur thérapeute, avait signalé des progrès significatifs dans la reconnaissance des schémas d'abus financiers et de sentiments de droit. « Comment allez-vous » ai-je demandé, sincèrement curieuse. « On survit » a répondu honnêtement papa. « On travaille, on va en thérapie, on apprend des choses sur nous-mêmes qu'on n'a jamais voulu voir. » Son travail de consultant lui rapportait 65 000 € par an, une fraction de son ancien style de vie, mais de l'argent honnête. Maman avait pris un emploi à temps partiel dans une boutique, son premier emploi en 30 ans. « Et Amélie » ai-je demandé. « Elle a du mal » a admis maman. Toujours en colère, blâmant tout le monde sauf elle-même. Elle travaille dans la vente au détail, vit avec nous. Le mariage n'a jamais eu lieu. La famille de Benoît a menacé de poursuites judiciaires si elle le recontactait. Nous avons parlé pendant exactement 1 heure, la limite que j'avais fixée. Ils n'ont pas demandé d'argent. N'ont pas manipulé. N'ont pas culpabilisé. Un progrès. La maison, a demandé prudemment papa. En rénovation. J'emménage le mois prochain. Il a hoché la tête, une sorte d'acceptation dans ses yeux. Elle est magnifique. Tu y seras heureuse. Alors que nous nous préparions à partir, maman m'a tendu une enveloppe. Nous ne nous attendons pas à ce que tu la lises, mais nous voulions que tu l'aies. À l'intérieur, plus tard, j'ai trouvé une lettre. De vraies excuses, pas celles publiques exigées par la loi, mais une reconnaissance privée de la douleur qu'ils avaient causée. C'était un début. Juste un début, mais plus que ce à quoi je m'attendais. En y repensant maintenant, je comprends ce que ce voyage m'a vraiment appris. La famille n'est pas une question d'obligation. C'est une question de respect mutuel et d'attention sincère. On ne peut pas acheter l'amour avec de l'argent, pas plus qu'on ne peut l'exiger avec l'ADN. Le monde professionnel avait adopté mon histoire. J'avais pris la parole à 3 conférences sur le leadership et les limites, à chaque fois sous des ovations debout. Le message résonnait. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre le dysfonctionnement. Vous nous avez donné la permission de dire non, m'a dit une jeune cadre après mon intervention à HEC Paris. Ma famille me traite d'égoïste parce que j'ai des limites. Votre histoire m'a montré que c'est leur projection, pas ma réalité. Certains parents ont compris. Ma cousine Sarah a commencé une thérapie après avoir été témoin de l'implosion de notre famille. Si l'oncle Robert a pu te tromper pendant 8 ans, quel mensonge est-ce que je crois dans ma propre vie, avait-elle demandé. D'autres non. Tante Marguerite envoie toujours des cartes d'anniversaire adressées à la fille qui a détruit sa famille. Je les donne à la collection d'artefacts familiaux toxiques de ma thérapeute. Apparemment, c'est assez courant. La vérité, c'est que je n'ai pas détruit ma famille. J'ai révélé ce qui était déjà brisé. Comme allumer les lumières dans la maison d'un accumulateur compulsif. Le désordre a toujours été là, juste caché dans l'obscurité.
ma famille choisit des amis qui ont célébré mon succès sans exiger de paiement, des collègues qui ont respecté mes limites, Jacques Martin qui m'a encadré sans manipuler. Ils m'ont montré à quoi ressemble un vrai soutien. La famille, ce sont les gens qui veulent ton bonheur sans avoir besoin de le posséder, avait dit le docteur Henley lors de notre unique séance commune. Mes parents avaient hoché la tête, commençant enfin à comprendre. Je ne célèbre pas ce qui s'est passé, mais je ne le regrette pas non plus. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'apprendre aux gens que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on peut prendre. Il se prouve par ce que l'on donne librement, sans attente de retour. La maison rénovée ressemblait à peine au musée des faux-semblants qu'elle avait été. J'avais abattu des murs, littéralement et métaphoriquement. Les meubles sombres et lourds avaient disparu, remplacés par des lignes claires et lumineuses. Le bureau où papa m'avait trompé était maintenant une bibliothèque remplie de livres sur la psychologie, la finance et les relations saines. Chaque jeudi, j'organisais un dîner pour ma vraie famille, des amis qui m'avaient soutenu, des collègues devenus des confidents, même le docteur Henley, devenu une conseillère de confiance. La salle à manger qui avait été témoin de cet ultimatum terrible résonnait maintenant de rires authentiques. La valeur de la maison avait augmenté à 4,8 millions d'euros après les rénovations. Mais ce n'était pas la vraie valeur. C'était devenu un foyer construit sur la vérité plutôt qu'un monument au mensonge. Mon travail caritatif a continué, mais avec une autre organisation, une qui aidait les jeunes adultes à échapper à l'abus financier. Nous avions aidé 43 personnes en 6 mois, leur apprenant à reconnaître la manipulation déguisée en amour. Mes parents se reconstruisaient lentement. Papa avait rejoint un groupe de soutien pour les joueurs compulsifs. Maman faisait du bénévolat dans une friperie, apprenant la valeur de l'argent pour la première fois. Amélie restait Amélie, mais c'était son chemin à parcourir. La porte de la réconciliation restait ouverte, mais avec des murs de verre transparents. Il pouvait voir à l'intérieur, je pouvais voir à l'extérieur. Mais franchir le seuil exigeait un respect mutuel, une communication honnête et le maintien des limites. Un soir, en préparant le dîner pour des amis dans ma cuisine, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas seulement récupéré ma maison, j'avais récupéré ma vie. Chaque pièce, chaque choix, chaque relation était désormais bâtie sur un fondement de vérité. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre famille est de leur apprendre que vous ne serez pas tenu pour acquis. Et parfois, le plus grand cadeau que vous vous faites est d'apprendre que vous méritez mieux que d'être le distributeur de billets de quelqu'un avec un cœur qui bat. La maison était à moi. La vie était à moi. L'avenir, enfin, était à moi de le construire.